Bienvenue dans le débat sur France 24. On va s'intéresser ce soir à la sécurité dans le Pacifique Sud et à cet affrontement entre les États-Unis et la Chine au surlendemain du tour d'Asie de Joe Biden. Les États-Unis, focalisés sur l'Ukraine, n'oublient pas leur adversaire chinois dans cette zone stratégique. Anthony Blinken ne veut pas de conflit ou de nouvelles guerres froides avec la Chine, a-t-il lancé. Et pourtant, Joe Biden a passé plusieurs jours entre Séoul et Tokyo et a ravivé le Quad, cette alliance avec l'Inde et le Japon, mais aussi avec l'Australie. Le Quad qui vise à contenir l'expansionnisme de la Chine. Biden a réitéré l'engagement américain à défendre Taïwan en cas d'agression chinoise. Le ministre des Affaires étrangères chinois est d'ailleurs en ce moment même aux îles Salomon où est évoquée une coopération en matière de sécurité et économique. Les tensions sont donc bel et bien accrues en Asie-Pacifique. Les États-Unis avancent-ils leur pion dans la région? Le Quad, signé justement avec le Japon, l'Inde et l'Australie, est-il une sorte d'OTAN pour la région Asie-Pacifique contre la Chine? Que fait la Chine aux îles Salomon? Et quid de l'Australie, qui a un nouveau chef du gouvernement? Vous le savez, le travailliste Anthony Albanese. Reviendra-t-il sur le coup de Trafalgar imposé à la France avec la rupture du contrat sur les sous-marins? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guibourg Delamotte. Bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence à l'INALCO, autrice de La démocratie au Japon, singulière et universelle, aux éditions de l'ENS. Et puis, vous avez également publié Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain, puissance et conflit. Et ça, c'est aux éditions La Découverte. Ils sont avec vous. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Jean-Joseph Boileau. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur associé à l'IRIS, auteur de L'Inde au chevet de nos politiques. Et c'est aux éditions du Félin. Vous êtes spécialiste des grands pays émergents. Merci d'être avec nous. Merci. Nous avons avec nous par Skype de Londres Pierre-Antoine Donnet. Bonsoir. Ancien correspondant de l'AFP à Pékin, auteur de Chine, le grand prédateur aux éditions de l'Aube, et puis également de le leadership mondial en question. Bienvenue à vous. Bonsoir. Sonia Dridi, notre correspondante, est avec nous en direct de Washington. Merci Sonia d'être avec nous pour ce débat. Avant de démarrer cette discussion, on va revenir tout de suite d'abord sur ces tensions dans cette zone en Asie-Pacifique avec justement ce récit. On regarde tout de suite. On m'informe que nous n'avons pas notre sujet. Alors on va écouter tout de suite Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui s'est exprimé il y a quelques instants justement sur ces tensions. La vision de Pékin nous éloignerait des valeurs universelles qui ont soutenu une grande partie des progrès du monde au cours des 75 dernières années. La Chine fait également partie intégrante de l'économie mondiale et de notre capacité à résoudre des problèmes allant du climat au Covid. En d'autres termes, les États-Unis et la Chine doivent traiter ensemble à l'avenir. C'est pourquoi il s'agit de l'une des relations les plus complexes et les plus importantes dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, on va faire le point en image avec Mounia Kassem. Le drapeau chinois hissé sur les îles Salomon. Pékin a dépêché sur cet archipel du Pacifique son chef de la diplomatie après la signature d'un accord de sécurité entre les deux nouveaux partenaires. La Chine a toujours fermement soutenu les îles Salomon dans le maintien de leur souveraineté nationale, de leur sécurité et de leur intégrité territoriale. Cela servira de modèle de confiance politique mutuelle entre la Chine et les pays insulaires du Pacifique Sud. Car la Chine n'entend pas s'arrêter aux îles Salomon. Pékin va proposer à 10 États insulaires du Pacifique Sud un accord régional de libre-échange et de sécurité. Le chef de la diplomatie chinoise soumettra cette proposition notamment aux îles Fidji, où se trouve justement son homologue australienne. Face à l'offensive diplomatique chinoise, l'Australie contre-attaque et propose son accord. Canberra a annoncé une intensification de son engagement dans le Pacifique, avec environ 500 millions de dollars australiens d'aide pour la formation à la défense ou encore la sécurité maritime. L'Australie sera un partenaire qui ne viendra pas avec des conditions, ni n'imposera des charges financières insoutenables. Nous sommes un partenaire qui n'érodera pas les priorités ou les institutions du Pacifique. Les nations insulaires du Pacifique feront leur choix quant aux accords qu'elles souhaitent conclure, aux partenariats dans lesquels elles s'engagent. Les États-Unis et leurs alliés du Quad dans la région, l'Australie, l'Inde et le Japon, voient d'un mauvais œil l'influence grandissante de la Chine et les manœuvres militaires de Pékin en Asie-Pacifique.
En début de semaine, les 4 pays ont d'ailleurs mis en garde la Chine contre l'emploi de la force dans la région. Le président américain Joe Biden avait affirmé lundi que les États-Unis seraient prêts à défendre militairement Taïwan en cas d'invasion par la Chine, avant de tempérer ses propos le lendemain. Sonia Dridi, vous êtes avec nous en direct de Washington. Anthony Blinken donc, a fait cette allocution cet après-midi. Il a fait la différence entre le régime chinois et le peuple chinois. Les États-Unis avancent-ils leur pion en Indo-Pacifique face à la Chine ? Alors, avec ce discours, les États-Unis veulent clairement établir leur position face à la Chine, alors qu'on le sait, il y a un regain de tension entre Washington et Pékin. Et puis, entre ce discours d'Anthony Blinken et la récente visite de Joe Biden en Asie, eh bien, l'administration Biden veut montrer que l'Asie reste une priorité, alors qu'évidemment, elle a été très mobilisée ces derniers mois sur l'Ukraine. Blinken qui a notamment déclaré que la Chine était le seul pays qui avait l'intention et les moyens diplomatiques, économiques, militaires de redéfinir l'ordre international, de promouvoir une vision différente. Et d'ailleurs, lors de sa tournée en Asie, Joe Biden avait lui évoqué une compétition mondiale entre les démocraties et les autocraties. Donc vraiment, les États-Unis perçoivent la Chine comme une menace, en plus une menace commerciale, également une menace géopolitique. Anthony Blinken, dans ce discours, a aussi dénoncé la Chine qui ne respecte pas les règles établies, donc notamment dans ces conflits en mer de Chine méridionale. Mais c'est vrai que c'était intéressant de noter le ton de Blinken qui était très différent, par exemple, du ton de l'ancien président Donald Trump, de l'ancienne administration. Il est apparu moins dans la confrontation. Il a notamment insisté sur le fait que les États-Unis ne voulaient pas de nouvelles guerres froide, qu'elle ne voulait pas de conflit. Mais Blinken a aussi dit qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que la Chine change de trajectoire. Et donc, pour faire face à la Chine, eh bien, il a plaidé pour plus d'innovation aux États-Unis, plus de compétition et puis un renforcement des alliances, notamment avec les pays de la région Indo-Pacifique. Pierre-Antoine Donnet, justement pour rebondir sur ce que vient de dire Sonia, ces stratégies d'alliance des États-Unis, est-ce que ça ressemble finalement à la stratégie d'endiguement des années 50 contre l'Union soviétique? Est-ce qu'effectivement aujourd'hui Biden et les États-Unis veulent endiguer la Chine en Asie-Pacifique? Blinken dit que les États-Unis ne veulent pas d'une guerre froide. En fait, les États-Unis et la Chine sont déjà entrés dans une ère de guerre froide, c'est très clair. Et on voit bien que depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden, sa priorité, c'est la Chine. La montée en puissance de la Chine dans la région Asie-Pacifique, sur les plans économiques, ça c'est très clair. La Chine est maintenant la deuxième puissance économique du monde, mais également économique et surtout militaire. Et avec en filigrane l'île de Taïwan, contre laquelle les menaces chinoises se précisent de ces derniers mois, avec des bombardiers et des chasseurs qui rentrent de façon assez régulière dans la zone d'identification militaire de Taïwan. Et le but est double. D'un côté, c'est intimider la population de Taïwan pour faire en sorte que Taïwan accepte sans combat de se soumettre à la Chine populaire, et d'autre part, de montrer aux États-Unis que la Chine est très ferme dans son intention de parvenir à une réunification, ce qu'elle considère comme une réunification de Taïwan à ce qu'elle appelle la mère patrie. Jean-Joseph Boileau, ça veut dire que la Chine tisse des alliances, hein, c'est ce qu'a montré le sujet, y compris aujourd'hui, puisque le ministre chinois est aux îles Salomon. Qu'est-ce qu'elle veut faire d'ailleurs dans les îles Salomon? On dit qu'elle veut mettre une base militaire. Elle a une approche très sécuritaire de la zone contre les États-Unis, contre l'Occident. Moi, je ne pense pas. Je n'ai pas cette vision-là. Je pense que c'est une question de rééquilibrage dans la zone. On reviendra sur le rôle très important de l'Inde en particulier, dans la nature du rééquilibrage. Si vous prenez la carte de l'océan Pacifique et de l'Indo-Pacifique... En tout cas, les îles Salomon, là où se trouve le ministre faut des prendre Affaires l'ensemble de la chinois. carte. Ce qui s'est passé, c'est après-guerre, lorsque la Chine passe au régime communiste, vous avez un rapport de force qui est de 99 pour les États-Unis, de 1% pour la Chine.
Et la puissance économique chinoise, c'était rappelé par données, est maintenant équivalente en fait à celle des États-Unis. Et donc il y a une approche qui était annoncée par Deng Xiaoping, qui est simplement de faire reculer ce mur américain qui est à quelques dizaines, centaines de kilomètres. Donc il y a bien une sorte de duel quand même dans la zone. Oui, mais la question est de savoir est-ce qu'il faut en avoir une vision militaire, agressive, ou est-ce qu'il faut en avoir une vision stratégique qui est celle du rééquilibrage dans la région entre un pôle d'alliance, et ça c'est très important, le Quad de ce point de vue-là, parce qu'il avait été mis en hibernation pendant pas mal d'années. Hein, il s'est réveillé seulement vers 2018 à peu près. Et donc c'est un nouveau Quad qui est en train d'émerger. Moi j'aime bien l'appeler. Est-ce qu'on peut le comparer à l'OTAN par exemple? Non, pas du tout. C'est une alliance militaire et économique. Non, pas du tout, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est une partie de Go qui se déroule dans la région, qui a été élargie maintenant à l'Indo-Pacifique, parce qu'effectivement, l'Asie-Pacifique en elle-même ne réglait pas le problème du détroit de Malacca et de l'accès au Moyen-Orient. Et donc chacun trouve son équilibre. La Chine avance ses pions, les États-Unis répondent. Je pense que la diplomatie se définit comme cela. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de containment de la Chine. D'ailleurs, les Indiens ont été très nets là-dessus. On ne sait pas. Mais par contre, il y a une volonté d'équilibre. Et on voit bien que... De la part des États-Unis ou de la part de la Chine? Non, de la part du Japon, États-Unis, Australie, etc., qui se rendent bien compte que la puissance chinoise, l'expansionnisme chinois doit être contrebalancé, rééquilibré. Donc c'est une partie intéressante et je ne pense pas en tout cas qu'on soit aujourd'hui dans une situation de type OTAN ou pré-guerre. Je n'ai pas le sentiment. Guy Bourg-de-la-Motte, vous êtes d'accord, vous qui connaissez très bien le Japon, le Premier ministre japonais, on a vu qu'il s'est plutôt rapproché de Joe Biden. D'ailleurs, il est allé à Tokyo, Joe Biden, c'est pas pour rien. Est-ce que le Japon fait aujourd'hui partie de ce bloc occidental face à la Chine ? Oui, je crois qu'il est exact de parler de tentative de rééquilibrage face, en effet, à un expansionnisme chinois qu'on observe. Et là, avec les îles Salomon, en fait, la difficulté, enfin, le point qui nous inquiète, collectivement, disons les Occidentaux, les Australiens, qui étaient très présents dans la région, et qui le sont toujours, d'ailleurs, eh bien, c'est que la Chine, par l'accord qui a été signé donc, avec les îles Salomon, peut éventuellement envoyer des soldats pour défendre les investissements, etc., faits sur place. On pourrait peut-être y mettre une base militaire. En tout cas, c'est ce que craignent les Occidentaux. Disons qu'à partir du moment où elle commence à déployer en effet, avoir le droit par un accord de déployer en effet des militaires, c'est en effet, on approche en effet d'une base. Le Japon, effectivement, comme les États-Unis, a vraiment activement donc une stratégie de rééquilibrage face à en fait une situation que le Japon subit lui en permanence d'incursions aériennes, maritimes. Et puis le Japon est tout proche aussi de la mer de Chine méridionale, où de fait la Chine a conquis des positions qu'on ne peut plus reprendre maintenant. C'est-à-dire qu'on s'efforce d'affirmer la liberté de circulation dans cette zone. Lesquelles positions ? Eh bien, en fait, la Chine a militarisé des récifs qui n'étaient pas des îles au regard du droit international. Elle s'est accaparé la zone qui était contestée par les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie notamment, Brunei également, le Vietnam également. Et puis, elle en a fait des bases militaires véritablement. Donc, il ne s'agirait pas qu'il se passe la même chose dans l'Indo-Pacifique. D'où ce rééquilibrage dont parle Jean-Joseph Boileau. Vous seriez d'accord avec ce terme ? Oui, le terme de rééquilibrage me paraît juste dans la mesure où on voit, disons, une montée en puissance considérable de la Chine qui se produit par le biais d'investissements économiques à visée stratégique. Et donc, de plus en plus, les volets économiques et sécuritaires sont liés. Ils apparaissent de plus en plus clairement comme liés dans les propositions nouvelles de la Chine. Et donc, de fait, on cherche à maintenir notre avantage, si on veut, du point de vue chinois, mais enfin, de notre point de vue, à défendre le droit international, à défendre la liberté de circulation en mer, à défendre la liberté des États qui reçoivent des investissements, de continuer ensuite à... Et elle respecte ces principes, la Chine ? Non, la Chine, justement, non, c'est notre problème, en effet. Donc c'est inégal ? C'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise. Exactement. D'où le Quad. Alors, parmi les absents du Quad, en tout cas, ou de l'accord régional économique, Taïwan, puisque Washington a affirmé qu'il voulait un accord bilatéral et stratégique avec Taïwan, donc il ne fait pas partie, Taïwan, de ce Quad. Biden a réitéré d'ailleurs l'engagement américain à défendre Taïwan en cas d'agression chinoise. Pékin a affirmé que les remarques de Joe Biden, donc faites cette semaine à ce sujet, auraient des conséquences irrémédiables. On écoute Joe Biden. Mr. President, is the policy of strategic ambiguity towards Taiwan dead? Non. Could you explain? Non. Mr. President, would you send troops to Taiwan if China invaded?
Notre politique n'a pas changé du tout. Je l'ai dit quand j'ai fait ma déclaration hier. Sonia, est-ce que Joe Biden va plus loin dans son engagement militaire auprès de Taïwan face à la Chine que ses prédécesseurs? Alors, Joe Biden a tendance, on le sait, à faire beaucoup de gaffes, à dire tout haut ce que son administration souhaiterait qu'il ne dise pas. Et on l'a vu, là, il a rétropédalé. C'est vrai qu'il a, lors de sa tournée en Asie, dit que les États-Unis défendraient militairement Taïwan si Pékin envahissait donc l'île autonome. Et puis, dès le lendemain, devant les journalistes, vous avez passé l'extrait, il a dit que les États-Unis ne remettaient pas en cause l'ambiguïté stratégique qui est la politique des États-Unis avec Taïwan. Il y a aussi eu dans le discours d'Anthony Blinken tout à l'heure le secrétaire d'État américain qui a déclaré que Washington ne soutenait pas l'indépendance de Taïwan, et aussi le Pentagone s'est empressé après la première remarque de Joe Biden de dire que la doctrine des États-Unis face à Taïwan ne changeait pas. Mais ce qu'on observe, c'est que du côté du Congrès, il y a plusieurs démocrates qui disent qu'ils espèrent que ce n'était pas une gaffe de la part de Biden, en tout cas beaucoup savent que Biden pense vraiment cela, et on voit quand même certains élus, notamment des démocrates au Congrès, qui appellent à mettre fin finalement à cette stratégie d'ambiguïté, à cette ambiguïté stratégique avec Taïwan. On sent qu'après l'agression de l'Ukraine par la Russie, il y a de plus en plus d'élus qui lèvent la voix, qui disent que la Chine est un bully, que c'est un bully de ce monde, donc qui finalement agresse plusieurs autres pays dans le monde, et donc qui pousse finalement à Joe Biden à peut-être abandonner cette ambiguïté stratégique, et qui était finalement plutôt satisfait que Biden ait ses paroles assez fortes face à la Chine, mais on a vu donc qu'il a rétropédalé par la suite. En tout cas, c'est vrai que là, tous les yeux à Washington sont rivés vers la Chine. On le sait, on parlait même au début de l'administration Biden d'une obsession chinoise. C'est vrai que c'est vraiment la priorité de cette administration, qui a été accaparée ces derniers mois par le dossier ukrainien, mais qui là, on le voit, finalement veut montrer à la Chine qu'elle est prête à agir si éventuellement il y aurait une agression de Taïwan. La réaction chinoise ne s'est pas fait attendre. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi que Joe Biden a rétropédalé, parce qu'on voit aussi, l'administration Biden joue un peu le chaud et le froid, et on l'a bien vu dans le discours de Blinken, qui a dit que la diplomatie était vitale. Ils ne veulent pas non plus être trop dans la confrontation avec la Chine, comme l'était davantage, par exemple, l'ancien président Donald Trump. Donc c'est vrai que c'était intéressant de voir ce rétropédalage, mais finalement, on le sait, Joe Biden, c'est ce qu'il pense vraiment, et on sait aussi qu'il connaît très bien Xi Jinping, parce que lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama, il l'a beaucoup côtoyé, et vraiment, je pense qu'après cette agression, notamment de l'Ukraine par la Russie, les voix s'élèvent au Congrès pour être plus dur face à la Chine, et dire les choses, et dire clairement que si la Chine s'en prend à Taïwan, il y aura une réaction militaire. Alors, je voulais qu'on écoute justement la réaction chinoise. Elle n'est pas venue, mais vous avez répondu à la question. Sonia, Pierre-Antoine Donnet, Biden, est-ce qu'il tire finalement les leçons de la guerre en Ukraine? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire finalement? Est-ce qu'en intervenant de manière aussi dure, en étant dur avec Poutine, est-ce que c'est une manière de lancer un signal à Pékin? Tout à fait. D'abord, je voudrais dire que ce qu'a dit Biden lundi, ce n'est pas une gaffe. C'est pas la première fois qu'il dit ça. C'est la deuxième fois. Il le dit de façon très claire. Alors certes, il a rétropédalé, parce qu'il se rend compte qu'effectivement, la portée de ce qu'il a dit est immense, mais c'est vraiment ce qu'il pense. Donc il dit les choses nettement. Il attache beaucoup d'importance au moindre mot qu'il prononce à propos de la Chine. Maintenant, le contexte, effectivement, vous savez, l'agression russe en Ukraine est en train de provoquer un bouleversement total de la carte géopolitique du monde. La grande inquiétude a été et est toujours, est-ce que la Chine populaire, en particulier son président, Xi Jinping, va-t-il en profiter pour lancer l'assaut contre Taïwan? Personnellement, je pense que non, pour une raison très simple, enfin deux raisons à vrai dire.
La première, c'est que l'équilibre des forces face à l'armée populaire de libération est énorme. Parce que tout à l'heure, il a été dit par Guibourg de la Motte qu'effectivement, la position du Japon a changé. Elle a changé de façon radicale. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, l'année dernière, a dit de façon très nette, devant les caméras, une agression chinoise contre Taïwan, ce serait une agression contre le Japon. Ces propos sont extrêmement importants, parce que là, c'est très clair. En cas d'agression chinoise contre Taïwan, non seulement les États-Unis interviendraient sur le plan militaire, mais le Japon serait aux côtés des États-Unis. Alors, certes, on ne verrait pas les troupes japonaises débarquer à Taïwan, ça c'est inimaginable, mais il y aurait certainement un appui logistique du Japon pour assister les forces militaires américaines à Taïwan. D'autre part, il y a encore d'autres choses. Il y a aussi la Corée du Sud. La Corée du Sud, sur le plan militaire, a réussi ces dernières années une percée extraordinaire, absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, on voit bien que malgré les tensions énormes qu'il y avait entre la Corée du Sud et le Japon, pour des raisons historiques que tout le monde connaît, eh bien aujourd'hui, les sondages en Corée du Sud sont très clairs. L'ennemi aujourd'hui n'est plus le Japon, mais la Chine. Donc, cette redistribution des cartes géopolitiques, elle aura des conséquences très très fortes sur les années qui viennent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs Anthony Blinken l'a rappelé, la priorité de la diplomatie américaine, c'est la Chine. Et moi, je pense que ça va au-delà d'un simple rééquilibrage des forces. Moi, je persiste à dire qu'il y a bel et bien aujourd'hui une guerre froide, parce que... Qui s'installe dans cette zone. Oui, parce que l'ascension de la Chine, elle est aussi militaire. Le budget militaire chinois est certes très loin derrière le budget militaire américain, mais on voit bien que la Chine tisse sa toile. La Chine tisse sa toile. Je vais faire réagir Jean-Jacques Boileau. Est-ce que vous venez de... Jean-Joseph Boileau. Pardonnez-moi. JJB. JJB, ok. Donc, est-ce que vous pouvez réagir justement là? Effectivement, il dit quelque chose d'un peu différent, Pierre-Antoine Donnet. C'est plus seulement du rééquilibrage, mais une logique de bloc. Oui, c'est l'opinion. C'est l'opinion de Donnet. On la connaît depuis longtemps. La Chine est un pays terrible, etc. Non, mais avec le conflit en Ukraine, il y a effectivement un tournant aujourd'hui auquel on assiste ou pas? Non, au contraire. Moi, ce qui vous dites qu'il n'y a pas de logique de bloc? On l'aurait vu lors de ce sommet. Moi, ce qui me frappe à ce sommet, c'est qu'on ne peut plus... Quel sommet parlez-vous? De Tokyo. Sommet de Tokyo, où se trouvait Joe Biden. Il faut lire le communiqué final. Attendez, ce qui est important en diplomatie, c'est lire un communiqué final et pas prendre des petites phrases. Dans ce communiqué final, ni la Russie n'est mentionnée, et la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que l'Inde dit non. Non, c'est très important. Ni la posture agressive de la Chine n'est citée. Pourquoi? Parce que les Indiens ont des problèmes de frontières, mais ils sont en train d'en discuter. Et ils ne veulent surtout pas. L'Inde qui fait partie du Quad, il faut le rappeler. Non, mais attendez, vous enlevez l'Inde, il n'y a plus de Quad. Le problème, il est tout simple. Donc, la grande puissance démographique, économique, qui a tiré le Quad vers l'Indo-Pacifique, puisqu'à l'époque, c'était uniquement le Pacifique, a aussi sa ligne directrice. Et ce qui me paraît la grande décision de ce Quad, de ce sommet, c'est 50 milliards de dollars sur la table pour le développement économique de la région. Et ça, si vous... Mais ça fait partie des armes. Cette arme économique, ça fait partie justement des armes, on pourrait dire, Guibourg de la Motte, qu'utilisent aussi les États-Unis dans le cadre de cette alliance, et militaire et économique. Alors, c'est un rapprochement, ce sont des partenariats, effectivement, avec des partenaires qui ont des logiques différentes, des manières de voir la Chine différentes, mais enfin, une volonté commune néanmoins, alors avec des degrés divers, une fermeté qui varie même parfois en fonction des administrations, on l'a vu avec l'administration américaine, mais quand même la volonté de travailler ensemble pour, en fait, et c'est la logique du Japon en premier lieu, c'est-à-dire ne pas donner le sentiment à la Chine qu'elle est exclue, qu'on est hostile. Mais Pierre-Antoine Donnet avait l'air de dire qu'il est beaucoup plus dur aujourd'hui, le Japon, à l'égard de la Chine. Il parle, lui, plutôt de guerre froide. Qu'on est quand même vigilant. Donc, avec un Japon qui, donc, en effet, comme les États-Unis, met beaucoup d'argent dans ces pays-là.
Le Japon a changé, mais c'est vrai que depuis, en fait, au moins 98, même avant, le Japon, très clairement, avait commencé à indiquer que Taïwan était un sujet de préoccupation pour sa sécurité. Et en 98, une loi avait été adoptée pour lui permettre déjà de donner un soutien logistique. Est-ce qu'on pense dans cette région, est-ce que les Japonais pensent qu'effectivement, si la Chine envahissait Taïwan, les États-Unis interviendraient militairement? Est-ce que c'est ce qu'on pense là-bas? Oui, ça, bien sûr, absolument. Donc l'engagement dont parle Joe Biden, on y croit? Oui, dans cette zone. Oui, ça en effet, oui. Je pense que la Chine pense également que ce serait ce qui se passerait. Donc ce rapport de force, en fait, freine, je dirais, les velléités chinoises, éventuellement? Non, parce que je crois que la Chine, si elle n'envahit pas Taïwan aussi, c'est parce que la bonne raison de ne pas le faire, c'est que les Taïwanais n'ont pas non plus envie d'être rattachés à la Chine de cette manière. Donc il y a de fait la volonté plutôt de séduire les Taïwanais. L'exemple qu'on a eu avec Hong Kong n'est pas de nature à tellement séduire les Taïwanais, puisqu'ils sont une démocratie qui fonctionne complètement. Donc c'est vrai qu'il y a une incompatibilité dans les systèmes. Oui, pour la Chine, c'est le prochain. Il y avait Hong Kong, sur lequel on met la main, et ensuite Taïwan. C'est tout de même ça. Donc est-ce que jamais un rapprochement sera possible? Je n'en sais rien, mais... Jean-Joseph Boileau. Je suis dubitatif sur cet angle qui déjà parle de guerre froide, etc., etc. Je pense que vous avez deux géants. Si vous voulez, l'épicentre mondial, il n'est pas en Ukraine, il n'est pas en Europe, il est effectivement en Asie. L'ensemble des facteurs contribuent à dire que c'est là que les choses se passent. Et donc la question, c'est qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes confronté à une puissance montante et à une puissance qui n'est pas déclinante, les États-Unis, mais qui toute seule, en tout cas, a besoin d'alliés. Et moi, je trouve extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le rôle de la diplomatie et de la géopolitique est de précisément contenir, de ce point de vue-là, il n'y a pas de contentement de la Chine, mais de contenir ce qui pourrait être très rapidement un basculement, effectivement, en faveur de la Chine. Et c'est pour ça que je répète, l'épicentre, c'est là-bas, mais maintenant, le pivot du pivot, c'est l'Inde. Et donc, si on ne prend pas en compte ce qui va être les priorités, ce qui est les priorités, à la fois militaires, ce qui est très important, le Quad, on l'oublie, c'est un ensemble d'exercices navals. C'est probablement la seule chose qui a vraiment marché sur le plan militaire. Et ça marche très bien. Malabar, le Japon, l'Australie sont associés maintenant à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine sait qu'elle ne peut plus faire ce qu'elle veut dans cette région-là. Alors que fait la Chine aux îles Salomon? Pardonnez-moi, mais que fait-elle aux îles Salomon? Elle voudrait un accord sécuritaire, elle voudrait peut-être pouvoir même intervenir dans la politique intérieure, si j'ai bien compris. Non, mais c'est évident. Enfin, je veux dire, il faut bien comprendre que quand vous avez une superpuissance et puis une puissance qui monte, qui veut aussi être une superpuissance, elle va essayer de poser des pions partout. C'est évident. Et donc l'accord avec les îles Salomon, c'est plus de 20 ans de coopération économique et technique aussi de la Chine. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas d'hier qu'il y a une percée. Mais alors, il y a d'autres acteurs intéressés, évidemment, dans la région. Il y a la France et puis il y a l'Australie. Bien sûr. On va y revenir, justement. Et alors, l'Australie joue un rôle très important parce qu'on n'y prend pas garde, mais c'est quand même le flanc sud du Quad. Et les relations avec l'Inde sont excellentes. Il y a un accord de libre-échange qui a été passé. Pas encore signé, oui, un accord intérim, ça c'est à peu près certain. Et donc vous avez, vous avez 4 puissances à l'intérieur du Quad, et puis vous avez un jeu de billard entre chacune, et vis-à-vis de la région. Donc c'est complexe. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse trancher aujourd'hui en disant ça y est, la nouvelle guerre froide est là. Bon. Mais il y en a qui pensent ça. Hein. Vous pensez ça, vous, juste en un mot pour conclure là-dessus? Pas véritablement non plus. Je trouve que de toute façon, les parallèles sont toujours un peu faciles et un peu excessifs. Enfin, la situation de la guerre froide était un épisode particulier. Je crois que c'est par simplicité journalistique qu'on aime parler de guerre froide à nouveau. Je pense que il y a une confrontation de blocs, peut-être. Il y a en tout cas des logiques d'équilibre et de fait, on observe attentivement ce que fait la Chine parce qu'elle investit massivement dans des minerais stratégiques, parce qu'elle absorbe énormément de ressources. Mais on observe ou on contre? On essaie de contrer précisément par des investissements, en étant attractif pour ces pays qui d'ailleurs font monter les enchères, ils ont bien raison. Voilà, ils jouent là-dessus. L'Australie, justement, on va en parler. Le chef de l'opposition travailliste, Anthony Albanese, donc lui a emporté les élections. C'était dimanche dernier. Il avait beaucoup critiqué Scott Morrison, son prédécesseur. Il l'avait critiqué de n'avoir pas réussi, je cite, à empêcher la signature d'un accord des Chinois dans justement une région où l'Australie a traditionnellement une grande influence. En l'occurrence, il était très critique à l'égard de la non-action de son prédécesseur à l'égard de la Chine dans les îles Salomon. On va écouter Anthony Albanese. Nous devons nous engager véritablement dans le Pacifique. C'est pourquoi Penny Wong, ma ministre des Affaires étrangères, qui est revenue avec moi de Tokyo hier soir, est déjà en route pour les Fidji, pour informer le gouvernement que nous voulons intensifier notre engagement.
Guy Bourg-de-la-Motte, vous qui êtes la spécialiste un peu de l'Australie, il va être plus offensif dans la région, comme il dit, step up, pour utiliser le terme anglais. Oui, alors je ne suis pas sûre que ce soit sur ce plan-là qu'il rompe le plus avec Scott Morrison, à dire vrai, parce que c'est vrai que la logique de rapprochement avec, qui nous a défavorisés en tant les Français du Royaume-Uni et puis des États-Unis a été donc démarrée par Scott Morrison, et on est tout à fait dans cette logique de rééquilibrage. Et donc là, il s'agit de prolonger cette logique de fait, mais d'investir massivement auprès des voisins, ce qui est important en effet. Donc alliance économique, on investit plus, mais ils le prennent comme une menace, cette présence chinoise dans les îles Salomon, les Australiens. Oui, tout à fait, parce que c'est à 2 pas de chez eux, en effet. Et puis parce que même en Australie même, il y a des investissements chinois extrêmement importants. Donc en effet... Donc pour eux, c'est un recul, c'est ce qu'il veut dire, en fait, quand il critiquait justement son prédécesseur, qu'il y avait un recul justement de l'influence australienne dans cette région. Oui, mais il y a un recul relatif, bien sûr. Est-ce que l'Australie va changer ses relations avec les États-Unis, Sonia? Être peut-être plus proche encore? En tout cas, on voit ces derniers temps qu'il y a un renforcement des relations entre l'Australie et les États-Unis, parce que l'Australie, tout comme les États-Unis, on le sait, craignent que Pékin, notamment, installe une base militaire dans les îles Salomon. On a aussi vu, évidemment, que la coopération est renforcée avec le Quad, que Joe Biden a tenu à donc avoir cette réunion dernièrement. On en a beaucoup parlé ici à Washington. Donc, je pense qu'on peut parler d'une coopération renforcée. Ils ont les mêmes intérêts dans la région. Et voilà, encore une fois, c'est une priorité des États-Unis. C'est encore plus une priorité aussi la Chine aujourd'hui pour les États-Unis, parce que Washington a été très embêté de voir que la Chine pouvait aider la Russie à contourner les sanctions économiques. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, dans son discours, Anthony Blinken a dit que l'amitié entre la Russie et la Chine devrait alerter tout le monde. On va écouter d'ailleurs maintenant Jean-Yves Le Drian, l'ancien chef de la diplomatie française, qui est resté 10 ans à ce poste jusqu'à tout récemment. Vous allez voir ce qu'il dit justement de Scott Morrison. Je ne vais pas m'empêcher de dire que la défaite du Premier ministre Morrison me convient très bien. Parce que les actes posés à l'égard de la France, au moment où ils ont été posés, étaient d'une brutalité, d'un cynisme, et je serais même tenté de dire d'une forme d'incompétence notoire. Pierre-Antoine Donnet, vous voulez peut-être réagir. Évidemment, il fait allusion à ce contrat, ce contrat qui était le contrat du siècle sur les sous-marins, qui a donc été littéralement annulé un peu du jour au lendemain par les Australiens, s'alliant d'ailleurs aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va changer les choses, ce changement, cette arrivée d'Anthony Albanese? Écoutez, d'abord, le nouveau Premier ministre australien, son objectif, c'est d'abord le changement climatique. Ça, c'est sa priorité. Mais pour revenir à cet accord tripartite AUKUS, écoutez, je comprends très bien qu'évidemment, il y a eu un certain désarroi du côté français, qui explique d'ailleurs les propos que vient de tenir l'ancien ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, un peu, à mon avis, ne sont pas très élégants, mais peu importe. Mais regardons le fond de l'affaire. Pourquoi il y a eu cet accord? Parce que l'Australie, elle aussi, aujourd'hui, son rival, pour ne pas dire plus, c'est bien sûr la Chine. Et donc, cet accord a été conclu pour la bonne raison que les États-Unis offraient à l'Australie des sous-marins à propulsion nucléaire qui sont pratiquement invisibles sous l'eau et qui ont une capacité d'action sous l'eau bien supérieure aux sous-marins. Oui, il y a tout un débat, dit Guy Bourg-de-la-Motte, sur justement ces sous-marins. Vous m'entendez? On vous entend? Oui. Oui. Donc, oui, mais en fait, bon, et vous vouliez réagir justement, Guy Bourg-de-la-Motte, là-dessus? Oui, sur l'avantage respectif des sous-marins diesel sur nucléaire, enfin pour la région, compte tenu des besoins de l'Australie, compte tenu du délai, du calendrier, tout ça est très débattu en Australie. Donc, bon, la question n'est pas tranchée. Je crois qu'en fait, ça a surtout été une décision politique de se rapprocher du Royaume-Uni et des États-Unis. Parce que deux valent mieux qu'un. Oui, mais alors justement, quelle est l'influence de la France maintenant dans cette zone? Pardon de vous avoir interrompu en un mot, Pierre-Antoine Donnet. Mais écoutez, si vous voulez, moi je crois qu'il faut replacer tout ça dans un contexte de conflit idéologique.
À vrai dire, c'est une Chine communiste, totalitaire, il faut bien le dire, c'est bien ça, face à des pays démocratiques. La présidente de Taïwan l'a dit bien souvent, ce qui est en jeu, c'est la démocratie dans le monde. Et Taïwan, c'est un verrou très important, stratégique pour l'ensemble de la région. Si d'aventure les États-Unis devaient lâcher Taïwan, mais ce serait un signal extrêmement fort pour tous les alliés des États-Unis dans la région Asie-Pacifique. Et c'est bien pour ça que les États-Unis ne lâcheront pas Taïwan. Jean-Joseph Boileau, justement, là, on revient à ce que dit Pierre-Antoine Donnet sur cette opposition démocratie-autocratie. Est-ce que vous voyez le clivage à cet endroit? C'est ce que dit Joe Biden, hein, c'est ce qu'il veut, c'est fédérer les démocraties autour de lui. Oui, Modi, c'est un grand démocrate. Il a dit « It's wonderful to see you again in person ». Bien sûr. Enfin, attendez, en géopolitique, on n'est pas sur les valeurs. Il faut des valeurs dans la vie, mais en géopolitique, c'est plus compliqué. Et donc, quand Biden, il faut quand même le savoir, il avait essayé de faire changer Modi de position sur la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, lors de ce sommet, il y a eu un peu des petites pressions, mais très vite, Modi a dit non, moi, la Russie, c'est mon allié structurel, donc c'est intangible. Non, on parlait d'ambiguïté. Ils sont non alignés, les Indiens. Le Quad est très intéressant parce que c'est un ensemble, à mon sens, c'est un ensemble d'ambiguïtés. Les Indiens, dans ce Quad, ils défendent 3 positions stratégiques. La préparation à la guerre, Yana, ils se préparent à la guerre, mais en même temps une alliance, Samraya, c'est un point de leur doctrine très important, et puis enfin le double jeu. Et donc, ce qui perturbe un peu l'ensemble, le Japon et l'Inde s'entendent très bien, et il y a vraiment une priorité stratégique, économique et politique entre le Japon et l'Inde. Pourquoi ? Face aux États-Unis. Au Japon, il ne faut quand même pas nous dire qu'on adore le peuple américain, on adore la démocratie américaine. C'est pas si simple, je veux dire par là. Oui, non, ça c'est sûr que ce n'est pas si simple. Et dans ces 2 pays, vous avez un revivalisme traditionnaliste, le retour un peu à des valeurs fondamentales, etc. Donc sans doute c'est des démocraties. Mais c'est pas si simple quand même. Mais néanmoins, il se rattache aux États-Unis. Il y a quand même un clivage, quand même clair entre des pays où il y a malgré tout des élections qui ne sont pas parfaites. Certes, on est peut-être en dégradation, on a peut-être un populiste qu'on n'aime pas beaucoup, Modi, mais enfin, ceci étant, on a quand même des pays qui, globalement, fonctionnent plus ou moins comme des démocraties, n'est-ce pas? Enfin, c'est-à-dire démocratiquement sans être parfaites, ce qui est d'ailleurs le sujet de mon dernier livre, mais clairement, face à ça, on a un pays où il n'y a aucune liberté et où Hong Kong, qui était un petit havre de liberté, vient d'être complètement écrasé. Donc cette logique de Joe Biden a tout de même un sens. Avec les conséquences du conflit ukrainien, est-ce qu'il y a un rapprochement aujourd'hui entre la Chine et la Russie? Je crois qu'il était déjà là. Je pense que la Chine n'est pas particulièrement enthousiasmée par cette aventure ukrainienne, sincèrement, qui certainement la met un peu mal à l'aise. Mais enfin, c'est vrai qu'on la voit fidèle aux côtés de la Russie, incontestablement. Et je ne sais pas, vous parliez de Taïwan et des enseignements, etc. Du point de vue des enseignements qu'on peut tirer de la fiabilité de l'Occident à l'égard de l'Ukraine, enfin, je pense que là, la Chine a pu aussi se rendre compte. Ça, c'est très à je suis d'accord. Oui, je trouve qu'on a mis beaucoup de temps à réagir personnellement, que les Européens ont été très désunis, qu'on s'est montré très liés à la fois par l'argument agité nucléaire et puis par les questions énergétiques. Donc, et puis je pense qu'au final, on s'est décidé à tous agir parce qu'il fallait donner un signal non seulement à la Russie et à la Chine, mais enfin, on a mis quand même du temps à mettre de l'ordre dans nos rangs. Donc, ça n'est pas un signal pour la Chine en cas d'attaque de Taïwan, ce que vous dites. C'est pas clair. Je pense qu'on a réagi, disons, pour notre crédibilité s'en tire tout juste. Ça correspond, donc j'aimerais quand même qu'on revienne à ce communiqué final. Il y a eu les déclarations de Biden. Vous voulez ce communiqué? Non, c'est très important. Dans le communiqué final, on dit bien qu'on ne reconnaît diplomatiquement que la Chine continentale. D'accord? C'est très important. Delhi n'aurait pas signé sinon. Et deuxièmement, on s'engage à donner à l'île autonome les moyens militaires pour se défendre. Ah ben ça, c'est la réitération de la position classique. Non, mais c'est ça qui est très important. On reste les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très compliqué ce qui est en train de se passer en Asie-Pacifique et qu'effectivement, c'est ce que je dis, je reste persuadé, on n'est pas dans un affrontement de blocs pour l'instant, on est dans la construction d'un nouvel équilibre et je trouve très positif ce sommet de ce point de vue-là parce qu'il montre que face à la Chine, il y a effectivement des gens qui sont capables et simplement l'Inde vient mettre d'être quoi, plus nuancé, d'être non aligné, d'être de faire bloc sans que ça soit
des blocs au sens de la guerre froide, de faire bloc entre ces velléités d'expansion, je préfère utiliser l'expression expansionnisme de la Chine. C'est la seule raison d'ailleurs qui justifie la présence de l'Inde, il ne faut pas l'oublier. C'est bloquer l'expansionnisme chinois, non seulement dans l'Himalaya, mais surtout ce qu'elle voit depuis quelques années dans les mers. Et c'est pour ça que l'essentiel du Quad, c'est dans les mers. Et c'est pour ça que votre question sur la France est très importante. Mais parce personne n'y a répondu, je ne sais pas pourquoi. Le grand absent du Quad, c'est l'Europe. Exactement, c'est l'Europe, c'est la France. Ça m'inquiète. Le Quad est quand même une construction qui devient de plus en plus complexe. C'est d'ailleurs intéressant à observer. On est parti des exercices navals, et puis il y a eu les vaccins pendant la crise sanitaire, il y a maintenant le changement climatique. On voit des sommets qui s'institutionnalisent, qui sont à différents niveaux maintenant, qui sont de plus en plus réguliers, qui sont entrecoupés de dialogue. Donc on a quand même un changement. Mais enfin, on n'est pas du tout dans une structure type OTAN institutionnalisée avec des commandements militaires politiques, etc. On n'y va pas. Si on voulait y aller, l'Inde s'effondrerait. Donc ça poserait problème. On n'est pas du tout dans cette approche, en effet. Sur Taïwan, pour vous répondre, on est dans un maintien en fait, du statu quo, ce qui est important du point de vue des Occidentaux, parce qu'il ne s'agit pas d'aller provoquer inutilement la Chine. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Donc, de fait, on répète... Est-ce qu'elle ne l'a pas vu comme une provocation, elle, ce Quad justement, oui, effectivement, quand même on essaie de maintenir à minima les signaux qui peuvent être interprétés comme étant... Si vous voulez, il faut donner des signaux qui montrent qu'on est malgré tout vigilant et ferme, mais en même temps, ne pas pousser, ne pas faire monter le sentiment un exercice très difficile d'équilibre. Le sentiment de la Chine qu'elle a face à elle des pays hostiles, disons. Et la France, le fait effectivement qu'il n'y ait pas la France, qu'il n'y ait pas l'Europe, en fait. Le dilemme de sécurité. Pardon ? Le dilemme de sécurité, ça s'appelle, mais... Pourquoi un dilemme de sécurité ? Qu'est-ce qui empêche la France de rejoindre le Quad ? Non. Alors là, sur la France, non, j'étais sur la Chine. Sur la France, pour le moment, la France n'est pas invitée donc à rejoindre le Quad, même le Quad plus. Elle a même été, on peut dire que avec la Corée du Sud, avec la Nouvelle-Zélande. Enfin, il y a eu plusieurs États ont été invités à rejoindre le Quad plus, donc ce format. Et pas la France, alors qu'elle est présente dans cette zone. Il faut tout de même. Mais pas le Royaume-Uni non plus. Donc on est sur un autre, enfin dans le regard américain, disons encore. Il y a ce Quad qui rassemble les puissances de l'Indo-Pacifique, et puis il y a séparément, malgré tout encore, le Royaume-Uni et la France. Oui. Alors même. Mais le Royaume-Uni est dans une alliance, justement, avec les États-Unis et l'Australie. Alors, AUKUS n'est pas vraiment une alliance non plus. Non, c'est pas une alliance. AUKUS n'est pas une alliance non plus, c'est ça. AUKUS est un accord technologique qui a un volet qui concerne les sous-marins, mais beaucoup d'autres, auxquels le Japon d'ailleurs espère s'associer, intelligence artificielle, énergie quantique, etc. Donc on est dans la France Eh bien peut-être la France avec la nouvelle administration précisément australienne. En tout cas, attendez juste pour terminer, elle passe par l'Inde. C'était votre question, précisément. Oui, il n'est pas exclu. En tout cas, si les Français voulaient se rapprocher un peu de l'Australie, il paraît difficile d'éviter l'Australie dans la région. Ce serait le moment de le faire. Et je pense qu'en effet, l'administration australienne nouvelle n'est pas particulièrement fière, disons, de la manière dont Scott Morrison a géré, en effet, la rupture brutale, en effet, du contrat avec les Français. Alors que les Français sont un partenaire utile, à minima, dans cette région, malgré tout. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Oui, puis je pense que l'Inde va faire rentrer, en réalité, c'est ça qui va se passer, très, très clairement. Pourquoi ? Parce que... Va faire rentrer la France. Bien sûr. D'ores et déjà, il y a des exercices navals importants et donc la relation stratégique entre la France et l'Inde est très, très forte. Je ne vois pas comment la France ne rentrera pas de facto. Mais qui est-ce qui bloque ? Attendez, c'est les États-Unis. Il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que la France est un peu fouteuse de merde. Ce qui vient de se passer en Ukraine, c'est pas très net quand même. Et dans ce que vous indiquez sur le fait qu'il y a eu une mollesse de réaction, etc., je crois que tant que les États-Unis peuvent se retrouver un peu en Asie-Pacifique, un peu tout seuls, ils préfèrent. J'en suis pas sûre. Je pense qu'ils sont satisfaits, franchement, d'avoir d'autres partenariats. Mais je crois qu'il y a ce maintien, disons, d'un cercle plus restreint avec les puissances du Pacifique. Qui est pour le moment distinct. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dialogues séparément. Il y a en effet une coopération de sécurité trilatérale entre Australie et Inde et France qui existait auparavant, qui pourrait très bien être réactivée. La France est de fait rapprochée de l'Inde après le fallout avec les Australiens. Donc, on ne voit pas bien comment, en effet, l'Australie et la France pourraient rester en froid, sincèrement, très. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guy Bourg-Delamotte. Merci beaucoup, Jean-Joseph Boileau. Merci à vous, Pierre-Antoine Donnet, d'avoir été avec nous par Skype. Merci, Sonia Dridi, qui était avec nous en direct de Washington. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.